Madame la ministre, chère Geneviève, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le chef d'état-major des armées, monsieur le délégué général pour l'armement, monsieur le secrétaire général pour l'administration, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs, gendarmes, militaires et personnels civils de la défense, mesdames et messieurs, chers amis. Mercredi, ce sont deux pilotes, deux aviateurs, partis dans l'accident de leur Mirage 2000 lors d'un entraînement. Samedi, ce sont deux de vos frères d'armes de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui sont tombés au bout de leur engagement. 4 disparus dont j'ai eu le terrible honneur de présider les obsèques. 4 personnes jeunes qui aimaient vivre, mais ne savaient vivre que pour servir. 4 disparus qui nous rappellent la force et l'essence même de l'engagement de nos armées. Leurs noms s'ajoutent à la liste de ceux qui sont partis cette année. Sous le feu ennemi, comme à l'entraînement, ils sont allés au bout de leur engagement. Je veux leur rendre hommage, comme à tous ceux qui souffrent dans leur chair ou dans leur esprit pour le service de la France. Leur sacrifice nous oblige. Il nous oblige à nous donner, à nous dépasser pour la défense de la France. Il nous oblige à protéger les Français, à faire vivre les valeurs dans lesquelles ils ont cru et pour lesquelles ils sont tombés. Et ce sacrifice m'oblige, moi aussi. Il m'oblige dans l'exercice de mes responsabilités. Il m'oblige à me battre pour vos quotidiens, pour vos familles, pour vos moyens. En 2018, je suis fière de dire que nous n'avons collectivement pas ménagé nos efforts. Fière de dire que nous avons pu, ensemble, pleinement, lancer le renouveau de nos armées. Merci pour ce travail. Merci pour cet engagement de tous les instants. Cet engagement, nous devons continuer à le faire vivre et à le faire fructifier. En me nommant en juin 2017, le président de la République m'a donné une mission, celle de protéger les Français. Cette mission, jeudi, à Toulouse, il y a rappelé son indéfectible attachement. Nous connaissons notre feuille de route, nous n'allons donc pas en dévier. Nous devons répondre, franchement, à la mère de toutes les menaces. Le terrorisme. Trèbes, Paris, Strasbourg, cette année encore, le sang de Français a coulé, emporté par la barbarie djihadiste. Cette année encore, on a tenté d'ébranler nos valeurs, de gâcher nos fêtes. Certains ont tenté de nous faire peur, en vain. Au Levant, le territoire de Daesh est réduit à peau de chagrin. Dans les prochaines semaines, la poche d'Adjin, dernier bastion du pseudo-califat, sera complètement libérée. Les forces de Chamal, parfaitement mobilisées, ont directement contribué à ces succès. Mais bien naïf serait celui qui pourrait crier victoire. Daesh n'est pas mort. Ses combattants changent leur méthode, mais sont prêts à toutes les exactions. La semaine dernière l'a encore montré. La propagande continue aussi et se répand comme un poison dans certains esprits. La décision américaine a pu interpeller. Nous dialoguons avec les États-Unis et j'ai déjà eu l'occasion d'échanger à ce propos avec mon nouvel homologue. Nous devons tout faire pour qu'un retrait anticipé
ne gâche pas nos espoirs de victoire et de paix. Quant à nous, à notre arrivée au sein de la coalition internationale, nous avions un mandat: détruire Daesh. Il n'a pas changé. Nous avons donc une mission à terminer. Au Sahel aussi, notre combat contre le terrorisme continue avec autant d'intensité. En 2018, Barkhane a brisé un plafond. Dans ce territoire immense, aride, Barkhane engrange les succès et porte coup sur coup aux terroristes. En 2018, ce sont environ 200 d'entre eux qui ont été neutralisés. Barkhane a désorganisé les réseaux, affaibli les terroristes, mais le combat continue et nous faisons une promesse claire à ces terroristes. Nous les traquerons, nous les trouverons, nous les neutraliserons. Je l'ai dit et répété, la paix du Sahel appartient au Sahel. Nous resterons tant qu'il le faudra, mais les États de la région doivent être en mesure d'assurer leur propre sécurité. Les armées des pays du G5 Sahel, y compris la force conjointe, continuent à monter en puissance. Cette force conjointe mène ses propres opérations et nous continuons à aider ces armées à les former. Il faut gagner, bien sûr, mais il faut aussi bâtir. Nous devons miser sur le développement, sur le retour de l'État, partout. Ce sont à ces conditions seulement que nous pourrons espérer une paix durable, celle qui ne s'acquiert jamais par la seule voie des armes. Sur le territoire national, là aussi, vous avez combattu le terrorisme. Je pense à nos gendarmes à Trèbes, je pense au sacrifice du colonel Beltrame, je pense à nos forces de sentinelle, exemplaires au quotidien et s'illustrant face à l'attaque du marché de Noël à Strasbourg, remarquables de sang-froid et de réactivité. Je parle du terrorisme, de cette menace première, mais elle n'est pas la seule aujourd'hui à menacer les Français. Le contexte stratégique est rude, violent, mouvant. Les espaces de conflit se multiplient. Cyberespace, espace exo-atmosphérique, information, tout devient prétexte à la confrontation et chacune de nos innovations et de nos progrès technologiques décuple les possibles, mais nous expose aussi. La course à l'armement a bel et bien repris. Et chaque jour, le régime de contrôle des armements semble s'affaiblir et la prolifération se développer. Le retrait des États-Unis du FNI, suite aux violations de ce traité commises par la Russie, en est un exemple. Ainsi, les grandes puissances cherchent à s'illustrer par tous moyens, et ce, jusqu'aux frontières de l'Europe. Certaines n'hésitent même plus à commettre des meurtres sur le sol européen. Souvenons-nous-en, en mars. Il s'agissait de l'affaire Skripal. Dans cette période, nous avons plus que jamais besoin de multilatéralisme, besoin d'alliances solides et d'alliés fiables. Mais aujourd'hui, quand je pense à certains de nos alliés, je me rappelle une phrase de Desproges. La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. Car les décisions américaines sont parfois peu prévisibles. Des incertitudes pèsent sur le soutien pérenne des États-Unis à l'OTAN, qui reste cependant le pilier de notre défense collective. Quant au Royaume-Uni, avec lequel nous nous employons à maintenir une relation de défense solide, le brouillard qui entoure le Brexit ne cesse de s'épaissir et paralyse le pays. Ce tableau peut paraître sombre. La réalité, c'est qu'il l'est.
Mais dans cette réalité, il y a une éclaircie vive et pour laquelle nous devons tous nous impliquer. L'Europe de la défense progresse, enfin. Coopération structurée permanente, Fonds européen de défense, Initiative européenne d'intervention, on avance et ça marche. Alors nous devons continuer à construire l'Europe qui protège, j'y reviendrai. Mesdames et messieurs, dans ce contexte stratégique et face aux menaces, je sais pouvoir compter pleinement sur nos armées. Terre, marine, air, tous nos militaires répondent présents à l'appel, présents même au-devant du danger. J'ai salué tout à l'heure nos forces de Barkhane, de Chamal, de Sentinelle. Je n'oublie pas que vous avez été au rendez-vous, précis et efficace lors de l'opération Hamilton pour toucher les stocks et les capacités de fabrication d'armes chimiques du régime syrien. Face à un régime qui attaque son propre peuple de la plus ignoble des manières, vous avez rappelé que nous avions placé des limites et que nous entendions bien les faire respecter. Je n'oublie aucune de vos missions. Je connais votre travail exceptionnel pour maintenir crédible notre dissuasion. Aujourd'hui, sa nécessité se fait plus vive que jamais. Je pense aussi à tous nos militaires qui assurent les postures permanentes de sûreté aérienne et maritime. Vous êtes l'inviolabilité de notre territoire. Et plus largement encore, nos armées sont le visage de la formation, de l'insertion. Elles offrent des soins d'une qualité remarquable, avec des personnels du service de santé des armées prêts à tout pour sauver. Elles sont cette laïcité qui laisse sa place au culte de chacun. Je pense ici à nos aumôniers. Les visages de la culture, d'un patrimoine qui doit vivre, d'un monde combattant que vous savez, chère Geneviève Darrieussecq, si parfaitement défendre et pour lequel, sans relâche, à mes côtés, vous agissez. Mon objectif est de bâtir des armées modernes, des armées du XXIe siècle, prêtes à affronter nos adversaires sur tous les champs, à l'emporter dans toutes les circonstances, à entretenir ce lien avec notre société. Les menaces évoluent, nos adversaires évoluent, alors nous aussi, nous affûtons nos armes, toutes nos armes. L'année 2018 marque une étape décisive dans l'histoire de nos armées. Pour la première fois depuis des décennies, nous avons choisi de vous donner tous les moyens pour accomplir vos missions. Dès 2018, nous avons lancé des chantiers majeurs pour nos forces. Nous avons augmenté le budget de 1,8 milliard d'euros, une hausse inédite et un budget parfaitement respecté. Nous entrons donc dans la nouvelle loi de programmation militaire sur des bases saines, avec des moyens sensiblement plus élevés et aucun programme révisé. La loi de programmation militaire 2019-2025, ce sont 295 milliards d'euros pour réparer notre outil de défense et offrir la remontée en puissance nécessaire de nos armées. C'est aussi un cap, consacrer 2% de notre PIB à la défense d'ici 2025. Et je le dis sans ambiguïté, le temps des coupes claires est révolu. Le président de la République a été ferme. Le Premier ministre s'y est engagé. Notre défense ne sera plus une variable d'ajustement. Les moyens seront au rendez-vous et je serai là pour me battre pour chaque programme, pour chaque rénovation, pour chaque centime.
Je voudrais ici remercier l'ensemble de ceux qui ont contribué à ce travail au sein du ministère. Ils n'ont compté ni leur temps, ni leurs efforts. Et je voudrais aussi saluer les parlementaires qui ont examiné ce texte, ont mené un débat constructif, l'ont enrichi et l'ont voté dans un élan d'union nationale qui fait honneur à notre représentation nationale. Je voulais tous collectivement vous en remercier, et ce d'autant plus que le travail ne fait que commencer. L'année 2019 est la première année de la loi de programmation militaire. Nous avons suscité des attentes. Il nous faut maintenant des résultats. Il faut que les livraisons arrivent, que le plan famille continue à donner ses effets concrets, que chaque militaire, chaque famille, chaque civil sente que les choses bougent enfin. Nous avons toutes les cartes en main. Nous devons donc réussir. Il s'agit d'abord de remettre l'humain au cœur du ministère. Une LPM à hauteur d'homme, ce sont des moyens supplémentaires pour le plan famille, ce sont des petits équipements livrés comme des treillis ignifugés ou des gilets pare-balles. Ce sont des nouveaux droits pour les militaires, des mesures pour les familles et pour les blessés. Et ce sont aussi des moyens supplémentaires pour s'entraîner et pour se former. En 2019, je compte accentuer ce mouvement et engager une transformation structurelle de notre ministère. Les réformes de ces dernières années ont en effet beaucoup centralisé, beaucoup trop. Il faut donc donner plus de capacité d'action aux acteurs de terrain, simplifier l'administration et renforcer les soutiens de proximité. Il faut rendre à l'échelon local des moyens, des capacités d'agir. Les commandants des unités préparent et dirigent au combat leurs hommes avec les unités de soutien. Comment expliquer que l'on ne leur fasse pas confiance pour décider de la gestion courante de leurs unités? Nous allons donc déléguer beaucoup plus de moyens aux acteurs de terrain, laisser beaucoup plus largement le champ libre à des initiatives locales. Et simultanément, nous simplifierons l'administration centrale du ministère pour accélérer la prise de décision. 2019 doit être l'année des changements du quotidien, des meilleures conditions de vie de nos forces. Le plan famille nous donne des opportunités, il nous faut les saisir. Alors, je souhaite que dans chaque régiment, chaque base, chaque emprise, il y ait au moins un projet de rénovation d'infrastructures concret qui soit lancé. Cela peut être un espace de convivialité, des infrastructures sportives, des canalisations refaites et qui donnent de l'eau chaude pour tout le monde. Vous riez, mais cette demande est très sérieuse et elle est très nécessaire aussi. Je vous demande de la transmettre à tous les commandements et tous les chefs de corps et soyez sûrs que dans chacun de mes déplacements, je demanderai où en est la rénovation 2019. Vous savez à quel point je tiens à l'amélioration des conditions de vie et je crois qu'il faut aussi à nos soldats des occasions de se retrouver, de partager. Beaucoup de projets peuvent être imaginés. Cela pourrait être une radio pour nos forces armées. Ça sera une occasion de vibrer au même rythme, de partager les quotidiens entre vous et plus largement auprès de tous les Français. Ce projet est fédérateur et j'avoue que je peine à lui trouver des points négatifs. Nous étudions donc aujourd'hui la manière de le mener au mieux. Changer la vie, c'est aussi moderniser nos services de soutien. Le soutien, c'est une matière noble. C'est tout le fondement sans lequel la plus belle des constructions s'effondrerait. Aujourd'hui, le service du commissariat des armées a montré sa réussite et prouvé sa pertinence. Plus personne ne peut contester son utilité et les bienfaits de son caractère interarmé.
Mais il nous faut maintenant voir plus grand, être plus ambitieux encore. Le SCA doit se rapprocher du terrain, puisque c'est du terrain dont provient le besoin. Nous allons donc créer des pôles commissariats au sein de chaque unité. Ils seront opérationnels dès 2020, vivront au rythme des forces et en lien constant avec le commandement. Dans chacun de ces centres, nous créerons un guichet unique, Atlas, qui sera le point d'entrée pratique de toutes les forces pour leur soutien logistique, administratif et pour leur solde. Nous allons renforcer les effectifs du SCA de 200 personnes par rapport à la trajectoire qui était initialement prévue, car on ne peut pas toujours faire plus avec moins. Nous allons aussi profondément rénover la restauration qui a souffert d'un sous-investissement tant en termes de personnel, de matériel que d'infrastructures. Je m'étais engagée à examiner de façon pragmatique les perspectives d'externalisation. C'est ce que nous avons fait, en décidant d'une part de conserver une part significative de restauration en régie pour assurer le maintien des compétences nécessaires à la projection des forces et à la résilience de nos armées, et aussi d'externaliser la gestion de 73 restaurants. Ce plan sera associé à un investissement massif dans les équipements et dans les infrastructures. Il sera mené de manière progressive entre 2020 et 2025 et fera l'objet, je vous rassure, d'une concertation approfondie avec les personnels. Mais le soutien concerne aussi d'autres domaines, en particulier les infrastructures, pour lesquelles nous devons rattraper un retard considérable du fait du sous-investissement passé. Les moyens sont prévus, mais il faut aussi moderniser la maîtrise d'ouvrage, et c'est pourquoi nous serons amenés à examiner en 2019 une transformation profonde du service d'infrastructure de la Défense. Enfin, chère Geneviève, je ne pouvais oublier tous les succès que vous avez emportés. Cette année a été riche pour notre mémoire et vous avez su vous battre pour les avancées tant attendues par le monde combattant. Je pense à l'octroi de la carte 62-64, à la mise en place d'un plan de reconnaissance et de soutien pour les harkis et à la rénovation du système des pensions militaires d'invalidité. Notre action dès cette année, grâce à la LPM, c'est aussi un renouvellement majeur de nos programmes d'armement. En présentant la loi de programmation militaire à l'Assemblée nationale, j'avais fait observer que beaucoup d'équipements de force étaient plus vieux que l'âge moyen de nos députés, il est vrai, qui a été sérieusement rajeuni. Cela ne pouvait plus durer. Alors, nous commanderons, nous livrerons, et massivement. Dans l'armée de terre, avec notamment l'accélération et l'augmentation des cibles du programme Scorpion, dans la marine, avec l'arrivée de nouveaux SNA, de nouvelles frégates et de nouveaux patrouilleurs, dans l'armée de l'air, je ne vois plus le CEMA 1, mais il ne doit pas être loin. Ah ben voilà, vous étiez pile en face de moi. Avec la poursuite du renouvellement de la flotte d'avions de chasse, le renouvellement de notre flotte d'avions ravitailleurs et de transport stratégique qui arriveront en plus grand nombre que prévu initialement. Et pour notre dissuasion aussi, dont les deux composantes seront renouvelées. Et pour réussir cette remontée en puissance, il fallait donner plus de souplesse à nos programmes, simplifier les procédures, rapprocher la DGA et les armées et briser les silos d'une organisation trop cloisonnée. C'est la transformation de la DGA qui est menée depuis cet été. Cher Joël Barre, je sais avec quelle détermination vous la menez. Les nouvelles méthodes de conduite des programmes d'armement sont maintenant en place et je voulais vous en remercier.
Ces commandes et cette souplesse sont autant d'opportunités pour notre industrie de défense. Il faut plus associer nos industries à la conduite des programmes et adopter une logique de plateau. Mais avec ces opportunités arrivent des contreparties. Je souhaite un dialogue rénové entre l'État et son industrie de défense. C'est le sens même du premier comité de politique industrielle que j'ai réuni la semaine dernière. La France, tout le monde le sait ici, n'est pas un client vache à lait. Elle paiera le prix juste et elle auditera ses coûts. Nous veillerons à ce que les sous-traitants et les PME soient bien traités. Et je ne serai que très modérément compréhensive pour les délais et les surcoûts, vraiment très modérément. Autre chantier déterminant pour nos forces, c'est celui de la réforme du maintien en condition opérationnelle qui se poursuit. J'ai annoncé mon plan pour le MCO terrestre. Je dévoilerai bientôt mes propositions pour le MCO naval. Et quant à la priorité des priorités, le MCO aéronautique, je suis heureuse de voir que les astres s'alignent enfin. 2018 a permis la mise en place de la DMAE. Il faut maintenant des résultats. Je viens aujourd'hui même de prendre la décision de notifier le premier contrat de MCO nouvelle manière, un MCO verticalisé pour les hélicoptères de formation Fennec de l'armée de terre. C'est un contrat qui prévoit plus d'activités pour un coût moindre. Bien que nous ayons évoqué cette question, je vais néanmoins livrer une information ce soir, car avec ce contrat, le coût d'une heure de vol passe de 3 500 à 1 800 €. C'est presque moitié moins. C'est la preuve que notre stratégie est la bonne. Alors certes, il s'agit d'une flotte un peu particulière, c'est une flotte dédiée à la formation, mais je crois profondément qu'il faut transformer l'essai pour des matériels plus complexes. Il faudra aussi passer du contrat aux actes, et j'y ferai attention. Cette année ensuite, c'est affirmer et garantir l'autonomie stratégique de la France. C'est investir pour les capacités clés que sont le cyber, le renseignement ou l'espace. Ce sont des nouveaux satellites, c'est le pari de programmes d'armement plus ambitieux, parce qu'en coopération avec nos alliés européens. Mon ambition, c'est que la France ne se prive d'aucun moyen, d'aucune technologie, d'aucune opportunité pour assurer sa supériorité. Dès septembre 2017, j'avais pris une décision qui n'avait que trop tardé: armer nos drones. 2019 marquera une étape décisive puisque un premier simulateur de formation a été livré il y a 2 semaines à Cognac et que les premiers drones Reaper armés feront leur arrivée à Barkhane à la fin de l'année. De nouveaux champs de bataille s'ouvrent aussi. Notre quotidien passe par l'espace. Chaque jour, 10 à 15 satellites permettent nos échanges, facilitent nos déplacements, traitent nos données. Ils collectent du renseignement, guident nos forces, permettent à nos militaires de dialoguer. Chaque jour, des satellites permettent nos opérations. Et Hamilton nous l'a bien rappelé. Le lancement du premier satellite CSO en décembre est un bond majeur pour notre renseignement militaire. Il nous permettra de disposer d'images, d'objets à des niveaux de précision jamais égalés. C'est aussi le premier pas concret d'un investissement total de 3,6 milliards d'euros pour l'espace sur toute la durée de la loi de programmation militaire. Alors il nous faut protéger ces capacités, il nous faut les protéger parce que les grandes puissances ne nous attendent pas, que des capacités au sol visent des satellites, que l'espionnage se fait aussi dans l'espace, rappelons le satellite curieux, Louche Olympe, et même que l'espace commence lui-même à se militariser.
Le président de la République a parfaitement pris la mesure du défi et souhaite que la France se dote d'une stratégie spatiale de défense claire et volontaire. Je lui ai remis un rapport avec des propositions. Des décisions seront prises bientôt. Il s'agira de mieux connaître notre environnement spatial. Il sera question de nouveaux développements capacitaires, d'une organisation interne adaptée. Il s'agira de miser sur les coopérations européennes, d'offrir une politique de ressources humaines attractive. Il s'agira de renouveler nos composantes actuelles, de développer notre stratégie défensive, et quant au reste, aucune porte n'est fermée. Si nous prenons la mesure de l'espace, nous devons prendre aussi celle du cyberespace. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2017, 700 événements de sécurité, dont 100 cyberattaques, se sont produits dans le ministère. En 2018, nous avons atteint ce chiffre de 700 en seulement 9 mois. Et derrière ces attaques, parfois des individus isolés, parfois des groupes, et même parfois des États. Alors, quand nous identifions avec certitude un auteur, un État mal intentionné, devons-nous garder les mains liées, faire les gros yeux en disant « ça passe pour cette fois » ? Ce n'est pas vraiment notre état d'esprit. La guerre cyber est lancée. Nous devons nous défendre, nous devons répliquer, nous devons affirmer haut et fort que l'arme cyber fait déjà partie des capacités de nos armées et que nous sommes prêts à l'utiliser. Avec le chef d'état-major des armées, nous avons la semaine dernière annoncé une nouvelle doctrine d'emploi de l'arme cyber défensive et offensive. Une stratégie qui renforce le ComCyber et notre nouvelle posture permanente de cyberdéfense. Une stratégie qui permet une meilleure coopération entre ComCyber, services de renseignement et DGA, des partenariats renforcés avec nos voisins européens et avec nos industriels pour une hygiène cyber irréprochable dans toute notre communauté de défense. Nous relèverons aussi le défi des ressources humaines. Avec 1,6 milliard d'euros pour la lutte cyber d'ici 2025 et 1000 recrutements supplémentaires de cybercombattants prévus, nous devrons attirer toutes les compétences, être attractifs pour tous les talents. Et pour nous préparer aux conflits d'aujourd'hui et de demain, nous ne nous arrêtons pas là. Au champ de bataille physique se superpose maintenant un champ de bataille informationnel. La frontière entre information et désinformation s'estompe. Dans un monde où tous les supports se valent, où toutes les sources sont équivalentes, la limite entre le réel et l'imaginaire disparaît, parfois complètement. À chaque instant, des milliers de comptes Twitter et d'adresses mail peuvent s'activer, diffuser des informations fantaisistes, erronées, qui peuvent atteindre l'action de notre ministère, qui peuvent insinuer de façon perverse le doute dans l'esprit de nos concitoyens. Alors, en septembre, à l'occasion de la remise d'un rapport remarquable de l'IRSEM et du CAPS, j'ai annoncé que nous n'étions pas naïfs et que nous nous tenions prêts. Notre renseignement, notre innovation, je pense notamment à l'intelligence artificielle, nos capacités dans le domaine du cyber et notre dialogue avec les autres nations doivent être autant de moyens pour que l'on puisse toujours distinguer le vrai du faux. Dernier grand axe de notre action, en 2019, nous allons continuer à relever le défi de l'innovation. Je parle souvent d'innovation et lorsque nous nous étions réunis dans le cadre de l'Université d'été de la Défense, j'avais eu l'occasion
de m'exprimer longuement sur notre ambition. Je le répète, cette ambition, c'est notre capacité à conserver notre avance opérationnelle, à ne pas nous laisser déborder et à pouvoir disposer à chaque instant des meilleures capacités. La LPM prévoit donc de consacrer 1 milliard d'euros par an aux études amont et à l'innovation dès 2022, ou bien encore 100 millions d'euros par an pour l'intelligence artificielle. L'Agence pour l'innovation de défense vient d'être créée. Elle incarne cette volonté collective. Elle est aujourd'hui pleinement opérationnelle, rassemble les programmes du ministère en faveur de l'innovation. Elle est une porte d'entrée pour tous les innovateurs à l'intérieur du ministère comme à l'extérieur. Elle est visible à l'international et laissera sa chance à toutes les idées, toutes les expérimentations et tous les essais. Mais avec la création de l'agence et le formidable succès du Forum de l'innovation de défense, notre effort pour l'innovation n'est pas terminé. Il ne fait en vérité que commencer. Cela doit rester un aiguillon, une exigence. Nous continuerons à nous pencher sur les questions qui feront la défense et la société de demain. Un groupe de travail réfléchit en ce moment même sur l'intelligence artificielle au service de nos armées. Demain, nous lancerons aussi un nouveau groupe sur l'énergie dans notre défense, puisque nous continuerons à consommer de l'énergie et que le tout pétrole n'est plus une option. Je pense aussi à la numérisation de notre ministère. Cette année, la DGNUM a été créée, nous avons dévoilé notre plan d'action et je suis fière de voir notre ministère à l'avant de la révolution numérique. C'est d'ailleurs assez simple, nous sommes partout cités en exemple au sein de l'État. Je le dis parce que je n'ai aucun mérite, le mérite en revient tout entier aux équipes qui ont permis cela. En 2019, nous allons accentuer cette modernisation avec en particulier la transformation en profondeur de la DIRISI et la montée en puissance des recrutements dans le domaine du numérique. Nous devons aussi mieux mobiliser au service de l'innovation les centres de recherche et les écoles d'ingénieurs du ministère. Nous disposons en effet d'un patrimoine unique, une réserve d'inventivité et de compétences qui a été sous-exploitée au service de notre défense. Nous devons donc permettre aux écoles, sous la tutelle du ministère, de donner envie de devenir ingénieur plutôt que trader. Et je serai amenée à me prononcer prochainement sur l'évolution de l'école polytechnique au sein du pôle d'école d'ingénieurs. La période qui s'annonce sera aussi celle des chantiers structurants pour l'avenir de nos programmes et de nos armées. J'ai annoncé cette année le lancement des études pour le porte-avions de nouvelle génération, pour le système de combat aérien du futur, pour le char de combat du futur. Ces équipements seront encore en service au cours de la deuxième partie du XXIe siècle. Ils ont vocation à conforter notre supériorité. Beaucoup de projets fleurissent et j'aimerais parler de l'un d'entre eux tout particulièrement aujourd'hui, puisque nous avons décidé de notifier un contrat pour un démonstrateur de planeur hypersonique. Beaucoup de nations s'en dotent. Nous disposons de toutes les compétences pour le réaliser. Nous ne pouvions donc plus attendre. D'ici fin 2021, nous assisterons au premier essai en vol. Ce projet, qui s'appelle VMAX, sera un saut technologique pour bon nombre de nos capacités. Enfin, cette année 2019 doit être celle de l'Europe. Si l'on est honnête, l'Europe est bousculée. Elle connaît des crises, des remises en cause. Je vois ce qui se trame, nous le voyons tous. Deux projets se font face. Il y a un projet qui attise la haine et fait son lit des peurs, un projet qui veut tous les avantages de l'Europe sans aucune responsabilité, qui porte aussi au nu une forme de brutalité.
et immisce le doute jusqu'au bien-fondé de la démocratie. Et puis de l'autre, il y a une autre vision, une vision que je vous invite à suivre, qui n'est pas la vision trop souvent décriée d'une attitude béate vis-à-vis de l'Europe. Ceux qui le croient me connaissent mal. Ce projet, c'est celui du réalisme. C'est le constat simple que nous devons nous unir si nous voulons compter, que nos intérêts convergent et que nous avons tout intérêt à nous allier pour peser. Cela signifie qu'il faut repenser l'Europe, qu'il faut lui donner un nouveau souffle, de nouvelles idées. Surtout qu'il faut donner à l'Europe un visage concret. Répéter l'Europe, c'est bien, ça ne sert pas à grand-chose. Montrer que l'Europe, c'est ce projet, cette avancée, cet investissement. C'est cela que je veux faire. Et c'est ce que l'Europe de la défense permet de faire. Car l'Europe de la défense, c'est l'Europe du concret, l'Europe des opportunités. La coopération structurée permanente et le Fonds européen de défense, ce sont des investissements pour de nouvelles capacités militaires, pour des équipements plus efficaces, qui garantissent notre autonomie stratégique. Ce sont autant de chances pour l'innovation, pour des PME, des start-up, tout comme pour le secteur industriel qui en a tant besoin. L'initiative européenne d'intervention a vu le jour en 2018. C'est un projet ambitieux qui est résolument orienté vers les opérations. Ce sont 10 États, dont le Royaume-Uni, qui se sont mis d'accord pour entretenir un dialogue stratégique commun et intervenir ensemble plus vite et plus efficacement avec ceux qui veulent et ceux qui peuvent. Là encore, l'espoir est grand. À nous maintenant de le concrétiser. Sur le plan industriel, la France et l'Allemagne ont compris qu'ils avaient tout à gagner à travailler ensemble. Certains goguenards pensaient que le SCAF franco-allemand était impossible. Alors nous l'avons lancé. Un cadre industriel est fixé, sous leadership français, et les premiers démonstrateurs seront dévoilés bientôt, dans un salon bien connu pour montrer un certain nombre de savoir-faire dans le domaine aéronautique. Et ce n'est pas le seul partenariat déterminant. Sur le char de combat du futur ou l'artillerie du futur, la France et l'Allemagne se sont aussi engagées. Je veux aussi souligner le succès de notre coopération en matière de blindés avec la Belgique. Donc oui, l'Europe de la défense foisonne aujourd'hui d'initiatives et de projets tangibles, utiles. En 2019, je me battrai pour qu'ils voient pleinement le jour et je sais que je peux compter aussi sur vous pour vous battre dans cette direction. Alors avant de nous quitter, car j'arrive à la fin de mon propos, rassurez-vous, me vient une phrase de Jean Jaurès dans l'Armée nouvelle, qui disait « Il n'y a de défense nationale possible que si la nation y participe de son esprit comme de son cœur. Oui, notre défense nationale n'est possible que parce que la nation y consent dans son entier, qu'elle vit au diapason de nos armées, que nos armées les comprennent, en sentent les évolutions et le pouls. Emparons-nous pleinement des projets structurants pour notre jeunesse, pour l'avenir de notre société. Je pense en particulier au service national universel. Cette jeunesse, justement, c'est vers elle que nous devons sans cesse nous tourner. C'est à elle que nous devons sans cesse parler. Elle a soif d'engagement. Les armées en ont à revendre. Alors trouvons des occasions et des projets. Tendons la main
toujours à notre jeunesse. Et comme je veux montrer l'exemple, j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui qu'à l'automne se tiendra la première édition d'un grand forum entre nos armées et nos jeunes. Il permettra de faire connaître vos missions, votre action, vos opportunités. Il montrera chaque facette de nos armées, suscitera, je l'espère, les vocations et sensibilisera à nos défis. C'est bien cela aussi, notre impératif de modernité. Il nous faudra tendre la main, continuer à inspirer, veiller à ne jamais nous enfermer dans un sublime et splendide isolement. C'est la condition même du succès de notre défense nationale. Montrons ce qu'il y a de meilleur, montrons que l'on peut s'ouvrir sans perdre notre âme ou nos traditions. C'est notre feuille de route, c'est un défi que nous devons tous relever. Nous avons beaucoup à faire, tant à gagner. Je compte sur vous et vous pouvez, comme toujours, compter sur moi. Je vous souhaite à tous et à tous une très belle et heureuse année 2019. Vive la République, vive la France!